La nuit où Camille s'est présentée à ma porte, j'avais une assiette de potée à moitié froide sur la table, de la boue sur mon jean, et aucune idée que ma vie allait être liée à la sienne d'ici le lendemain matin. Il était près de minuit. La pluie tombait assez fort pour faire trembler les fenêtres de la cuisine, et le vent continuait de pousser contre la vieille ferme en pierre comme s'il voulait entrer. Je venais juste de rentrer après avoir surveillé un veau qui semblait mal en point toute la soirée. Mes bottes en caoutchouc étaient toujours près de la porte de derrière, laissant une flaque sale sur le carrelage que je n'avais pas encore pris la peine d'essuyer. C'est alors que quelqu'un a commencé à tambouriner sur la porte d'entrée, pas à frapper, à tambouriner. Je me suis figé, ma fourchette à la main. Personne ne venait chez moi à cette heure tardive à moins que quelque chose n'ait mal tourné. Dans notre coin de campagne, les visiteurs nocturnes signifiaient généralement une vache échappée, une voiture dans le fossé, ou de mauvaises nouvelles. Quand j'ai ouvert la porte, Camille Lefebvre se tenait sur mon perron. L'espace d'une seconde, j'ai failli ne pas la reconnaître. Ses cheveux étaient trempés et plaqués contre ses joues, sa veste dégoulinait d'eau de pluie sur les lattes de bois, et ses deux mains étaient agrippées à une chemise cartonnée marron comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. « Julien » a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée sur mon prénom. J'ai regardé derrière elle dans l'obscurité. « Tu as conduit jusqu'ici » Elle a secoué la tête. J'ai marché depuis la route départementale. Guillaume a pris mes clés. Cela m'a réveillé plus vite que n'importe quel café. Entre. Elle a franchi le seuil, et j'ai refermé la porte contre la pluie. Elle se tenait là, dans mon salon, tremblant si fort que les papiers dans sa pochette faisaient un petit bruit sec de cliquetis. J'ai attrapé une serviette sur la chaise à linge et je la lui ai tendue. Que s'est-il passé? Elle a pressé la serviette contre ses cheveux, mais elle ne s'est pas assise. Camille avait toujours été comme ça quand je la voyais autour de l'exploitation de son père, naviguant entre deux mondes, des vêtements d'étudiante en ville un week-end, des chaussures de sécurité le suivant, jolie, polie, toujours un peu incertaine de sa place. Je la connaissais, mais pas intimement. Son père, Daniel Lefebvre, était celui que je connaissais. Il avait aidé mon père à réparer des clôtures quand j'étais gamin. Plus tard, après la disparition de mes parents, c'était le voisin qui passait prendre des nouvelles sans en faire tout un plat. Maintenant, Daniel était parti lui aussi, et sa fille avait l'air d'avoir vu le sol s'ouvrir sous ses pieds. « C'est le testament » a-t-elle dit. J'ai fait un signe de tête vers la cuisine. « Assieds-toi d'abord. »« Je ne peux pas, Camille. » Cela a suffi. Elle m'a regardé comme si elle avait oublié où elle était, puis a marché vers la cuisine et s'est assise à la table. J'ai mis la bouilloire à chauffer parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mes mains. Elle a ouvert la chemise cartonnée et a étalé des papiers sur la table. Ils étaient humides sur les bords. Des pages juridiques, des signatures, une copie d'un document tamponné par une étude notariale. Je n'ai pas prétendu tout comprendre. Je connaissais les registres d'élevage, les avis de prêt de la banque, les factures de la coopérative agricole. Le jargon des notaires semblait toujours écrit pour faire en sorte que les gens honnêtes se sentent stupides. Mon père a ajouté une condition, a dit Camille. Je ne savais pas. Personne ne me l'a dit avant aujourd'hui. Quel genre de condition? Elle a dégluti et baissé les yeux. Si je ne suis pas marié avant la date limite, je n'obtiens pas le contrôle total de l'exploitation. C'est Guillaume qui l'aura. Je l'ai dévisagé. La bouilloire a commencé à siffler derrière moi, doucement d'abord, puis plus fort. Marié, ai-je dit. Elle a hoché la tête, à la fois embarrassée et en colère. Papa pensait que ça me protégerait. Je suppose qu'il s'est dit que si j'avais quelqu'un de stable à mes côtés, Guillaume ne pourrait pas me marcher sur les pieds. Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a écrit quand il était malade. Peut-être qu'il avait peur. Le notaire a dit que c'était tout à fait valable. J'ai éteint la plaque de cuisson. C'est quand la date limite? Vendredi. On était lundi soir. J'ai versé de l'eau chaude dans 2 tasses, bien qu'aucun de nous n'ait demandé de tisane. Et Guillaume? Il est revenu ce matin. Elle a laissé échapper un petit rire sans aucune joie. Un gros 4x49, des chaussures de ville impeccables, parlant comme si la ferme de papa était déjà vidée. Il a des acheteurs qui viennent cette semaine, Julien. Des promoteurs immobiliers. Il a dit que les terres valent plus cher sans le bétail dessus. Cela m'a mis un poids sur la poitrine. J'avais déjà vu des hommes comme ça. Des hommes qui regardaient un pâturage et voyaient des lotissements, qui regardaient une grange et voyaient du bois de récupération.
Il disait toujours les mêmes choses. Soyez pragmatique. Prenez l'argent. Tournez la page. Comme si la terre n'était que de la terre et non des années de labeur enfouies dans chaque piquet et chaque fossé. Camille a poussé un papier vers moi. Papa a écrit ton nom sur un mot. Pas dans le testament, mais avec. Il a dit que s'il arrivait quoi que ce soit, tu étais le seul voisin qui comprendrait. Je n'ai pas touché le papier. Qu'est-ce ce que tu me demandes? Elle m'a regardé à ce moment-là. Vraiment regardé. Ses yeux étaient rouges, mais elle a soutenu mon regard. Je te demande de m'épouser. La cuisine est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la pluie goutter de sa veste sur la chaise. Je me suis adossé à ma chaise. Camille. Je sais comment ça sonne. Je ne pense pas que tu le saches. Si, je le sais, a-t-elle dit rapidement. Je sais que c'est étrange. Je sais que c'est injuste. Mais je n'ai personne d'autre. Guillaume dit déjà à tout le monde que je suis trop émotive pour diriger l'exploitation. Les ouvriers agricoles ne savent plus qui écouter. Le notaire n'arrête pas de répéter la date limite comme si je pouvais la changer en m'inquiétant plus fort. Je me suis frotté le visage à deux mains. J'étais fatigué. Trop fatigué pour quelque chose d'aussi énorme. Trop fatigué pour une femme assise à ma table qui me demandait d'apposer mon nom à côté du sien sur un registre d'état civil comme si nous signions pour une remorque d'occasion. Tu essaies de te servir de moi, ai-je demandé. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée, elle s'est figée. Oui, a-t-elle dit doucement. Mais pas comme ça. Je te demande de l'aide. Je ne vais pas te mentir et te dire que c'est autre chose. Cette réponse m'a frappé plus fort qu'un discours tout fait ne l'aurait fait. J'ai regardé autour de ma cuisine. Les mêmes murs que ma mère avait peints en jaune. La même table où mon père étalait les factures et prétendait qu'elles n'étaient pas aussi graves qu'elle en avait l'air. Depuis leur décès, j'avais maintenu la ferme à flot parce que m'arrêter m'aurait fait plus de mal que de m'épuiser à la tâche. Je savais ce que cela signifiait d'hériter de terre avant de se sentir prêt. Je savais ce que cela signifiait d'avoir des gens qui attendent que vous échouiez. Les mains de Camille se sont resserrées autour de la tasse que j'avais posée devant elle. Je ne veux pas perdre cette ferme. Je le crois. Je pouvais l'entendre clairement. Pourtant, j'ai secoué la tête. Le mariage signifie quelque chose, Camille. Je sais. Non, je le pense vraiment. Ce n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire administratif. Je sais, a-t-elle répété, et cette fois sa voix était plus faible. Mais perdre la ferme signifie quelque chose aussi. C'était bien le problème. Elle avait raison. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte de derrière. À travers la vitre, je ne pouvais rien voir d'autre que la pluie et le faible reflet de ma propre cuisine. Mes terres partageaient avec le domaine des Lefebvre une ligne de clôture qui était là depuis plus longtemps que nous deux. Son père avait élevé de belles vaches charolaises. Il payait parfois en retard, comme tout le monde, mais il gérait les choses honnêtement. Si Guillaume vendait, cette clôture se transformerait en piquet de géomètre et en pelleteuse. Je me suis retourné. Si je dis oui, il y a une règle. Camille s'est redressée. Pas de mensonge entre nous, ai-je dit, pas dans cette maison, pas à cette table. Pour l'extérieur, on fait ce qui doit être fait, mais entre toi et moi, les choses restent claires. Tu ne prétends pas que c'est de l'amour, et je ne prétends pas être un héros. Nous savons tous les deux ce que c'est. Elle a hoché la tête rapidement, puis plus lentement, comme pour me montrer qu'elle comprenait. D'accord. Et si ça devient compliqué, tu ne me caches rien. Promis. J'ai regardé ses cheveux mouillés, la chemise cartonnée, et la façon effrayée dont elle essayait de ne pas avoir l'air effrayée. Très bien, ai-je dit, nous irons à la mairie demain matin. Son visage a changé, mais pas exactement par soulagement. C'était plutôt comme si le poids s'était déplacé, et qu'elle a failli s'effondrer sous sa nouvelle forme. Merci, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête une fois parce que je ne me faisais pas confiance pour en dire plus. Le lendemain matin, nous sommes allés au village dans mon vieux pick-up, le chauffage soufflant de l'air beaucoup trop chaud, sans qu'aucun de nous ne dise un mot. Camille portait une robe bleue sous un manteau marron, comme si elle avait essayé de donner une apparence normale à cette journée et avait échoué. Je portais ma chemise la plus propre, qui avait encore une tache de cambouis tenace près du poignet. À la mairie, la secrétaire de mairie nous a regardés à tour de rôle, curieuse mais polie.
Le maire nous a reçus rapidement, compte tenu de l'urgence expliquée par la situation successorale. Nous avons signé le registre là où on nous l'a indiqué. Le maire, un homme aux yeux fatigués, a prononcé le discours légal. La main de Camille était froide quand je l'ai tenue. La mienne devait lui paraître rugueuse et maladroite. Il n'y avait pas de fleurs, pas de famille, pas de musique, juste les eaux de pluie qui séchaient sur mon véhicule dehors et 2 personnes debout sous des néons qui se faisaient une promesse qu'aucun d'eux ne s'attendait à faire. Quand ce fut terminé, Camille a regardé le livret de famille comme s'il risquait de disparaître. Je l'ai regardé et j'ai dit, maintenant, on s'assure que ta ferme reste debout. Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient fixés sur moi, pas sur le document. Et ce fut le premier moment où j'ai compris que cela n'allait pas rester simple. Camille a emménagé dans ma ferme cet après-midi-là avec 2 sacs, un imperméable et un carton plein de papier qu'elle ne faisait pas confiance à Guillaume pour ne pas y toucher. Je lui ai donné la chambre d'amis au bout du couloir. Il y avait le vieux dessus de lit de ma mère plié sur le lit et une armoire normande qui coinçait si on tirait trop fort sur le tiroir du haut. Camille s'est tenue dans l'embrasure de la porte, ses sacs toujours à la main, ayant l'air d'attendre que je dise quelque chose de normal. Je n'avais rien de normal à dire. La salle de bain est de l'autre côté du couloir, ai-je dit. La porte du placard grince. Je mettrai de l'huile plus tard. Elle a hoché la tête. Merci. Tu n'as pas à me remercier à chaque fois que je pointe un meuble du doigt. Cela l'a presque fait sourire, mais pas tout à fait. Les premiers jours, on avait l'impression de marcher tous les deux autour d'un cheval farouche. Nous buvions notre café à la même table, mais aucun de nous ne savait où regarder. Elle n'arrêtait pas de demander si elle pouvait utiliser des choses dans la cuisine, comme les tasses, la gazinière ou le sel. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'elle habitait ici maintenant, tout en me sentant étrange à chaque fois que je le prononçais. Le soir, elle allait dans la chambre d'amis et fermait doucement la porte. J'allais dans la mienne et je restais éveillé plus longtemps que d'habitude à écouter la vieille maison faire ses petits bruits. La plomberie qui cliquette, le vent dans la toiture. Une fois, je l'ai entendu faire un pas dans le couloir, s'arrêter près de la cuisine, puis repartir. Je n'ai pas posé de questions. Au bout de 3 jours, tout le canton était au courant. C'est ainsi que fonctionnent les petits villages français. Vous pouviez acheter des crampillons pour clôture à 8 heures du matin, et à midi la tante de quelqu'un savait quelle marque vous aviez choisi. À la coopérative agricole, Martine, derrière le comptoir, a regardé l'alliance de Camille, puis m'a regardé. Elle n'a rien dit d'impoli. Elle a juste haussé un sourcil. Eh bien, a-t-elle dit, ça s'est fait vite. Camille a rougi. J'ai posé un sac de blocs de sel minéraux sur le comptoir. J'ai besoin de 2 autres de ces sacs. Martine m'a regardé comme si ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, mais elle les a scannés quand même. Toutes mes félicitations, je suppose. Merci, a dit Camille doucement. Dehors, pendant que je chargeais la camionnette, Camille se tenait près de la portière passager, les bras croisés. Tout le monde pense que je suis ridicule. Non, ai-je dit, tout le monde est curieux. C'est différent. C'est la même impression. Ça ne laisse pas, elle a regardé de l'autre côté du parking en direction de 2 agriculteurs qui avaient arrêté de parler quand nous étions sortis. Tu regrettes déjà? J'ai jeté le dernier sac à l'arrière. Ça fait 2 jours. Ce n'est pas une réponse. Non, ai-je dit, je ne regrette pas, elle a hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air totalement convaincue. Guillaume est passé à la ferme Lefebvre le lendemain matin. J'ai vu sa voiture avant de le voir lui. Un SUV noir flambant neuf, poli comme s'il n'avait jamais rien transporté de plus lourd que des clubs de golf. Il se tenait près de la stabulation principale dans un manteau sombre et des chaussures propres, parlant à 2 des ouvriers agricoles comme s'il était déjà leur patron. Camille s'est raidie à mes côtés. Continue de marcher, ai-je dit. Elle s'est exécutée, mais je pouvais voir ses doigts se crisper autour du porte-bloc qu'elle portait. Guillaume s'est retourné quand nous sommes arrivés. Il arborait ce genre de sourire que les hommes utilisent quand ils veulent que tous les autres sachent qu'ils ne sont pas inquiets. Tiens, a-t-il dit, les voilà, les jeunes mariés. Camille a levé le menton. Pourquoi es-tu ici? C'est toujours la propriété de mon père. C'est ma responsabilité maintenant. Guillaume a lâché un petit rire. Tu t'es marié du jour au lendemain avec un voisin qui a plus de dettes que de bon sens, et maintenant tu penses que tu es prête à diriger un élevage bovin. Les 2 ouvriers ont baissé les yeux. Cela m'a plus dérangé que les mots de Guillaume. C'étaient de braves gars,
mais ils attendaient de voir qui avait le pouvoir. Camille a ouvert la bouche puis s'est arrêté. Guillaume l'a remarqué et s'est avancé d'un pas, tu rends tout ça plus difficile que ça ne devrait l'être. Prends l'argent. Va te construire une vie quelque part qui ne sent pas le foin mouillé. J'ai fait un demi-pas en avant même d'y penser. Camille l'a remarqué. Guillaume aussi. Il m'a souri. Et toi, joli coup, Julien. Épouser la petite sœur et soudain te retrouver sur les terres des Lefebvre comme si tu étais chez toi. Mes mains se sont fermées en poing une fois, puis se sont détendues. J'avais appris il y a longtemps que la colère ne réparait pas une barrière, ne payait pas une facture, et ne gagnait pas une dispute devant des témoins. Je me tiens aux côtés de ma femme, ai-je dit. C'est tout. Camille m'a jeté un coup d'œil quand je l'ai dit. Femme. Le mot a résonné entre nous avec plus de poids qu'il ne l'avait fait à la mairie. Guillaume a levé les yeux au ciel. C'est ça. Puis il s'est tourné vers les ouvriers. Personne ne fait de changement majeur tant que ce bazar n'est pas réglé. Camille a retrouvé sa voix. Ce n'est pas à toi de décider. Ah bon? Non, a-t-elle dit d'une voix un peu tremblante. Ça ne l'est pas, Guillaume a eu l'air amusé, mais j'ai vu l'un des ouvriers, Rémi, la regarder différemment. Pas encore convaincu, mais à l'écoute. Après le départ de Guillaume, Camille est entrée dans la grange et a agrippé le bord de la porte d'un box. Je me suis figé. Tu as répondu, ai-je dit. À peine. À peine, ça compte pour une première fois. Elle a expiré bruyamment et m'a regardé. Tu aurais pu le faire taire. J'aurais pu. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce qu'alors ils auraient tous appris à me regarder moi, au lieu de te regarder toi. Elle n'a pas aimé cette réponse au début. Je l'ai vue sur son visage, mais elle n'a pas argumenté. Cet après-midi-là, je l'ai aidée à passer en revue les comptes des fournisseurs d'aliments. Elle était assise à côté de moi dans le petit bureau attenant à la salle de traite, mâchouillant le bout d'un stylo pendant que je lui expliquais quel fournisseur donnait plus de délai à Daniel quand la trésorerie était juste, et lequel souriait tout en ajoutant des pénalités de retard. Celui-ci, ai-je dit en tapotant une facture, tu l'appelles avant la date d'échéance. N'attends pas qu'il t'appelle. Ça donne l'impression que tu maîtrises la situation. Je ne maîtrise pas la situation. En avoir l'air, c'est la moitié du travail, jusqu'à ce que ce soit le cas. Elle a noté ça, ce qui m'a fait rire. Quoi? Je ne parlais pas au sens littéral. Je ne gaspille pas les bons conseils. Pour la première fois de toute la semaine, l'atmosphère entre nous s'est détendue. Le vrai test est arrivé 2 jours plus tard avec une section de clôture cassée le long du pâturage ouest. 3 piquets avaient penché après la pluie et un fil de fer barbelé était assez lâche pour causer des problèmes. J'ai emmené Camille parce qu'elle avait besoin de voir comment de petits problèmes se transformaient en problèmes coûteux quand on les ignorait. Rémi était déjà là avec des outils. Quand Camille lui a dit qu'elle voulait que le renfort d'angle soit remplacé, il a regardé droit à travers elle, pour s'adresser à moi. « Vous voulez que ce soit fait aujourd'hui » m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Il a attendu. Camille m'a regardé aussi, la panique traversant son visage. Je me suis penché et j'ai gratté la boue de ma botte avec un bâton. Finalement, Camille s'est raclé la gorge. Rémi, j'ai dit de remplacer le renfort aujourd'hui. Si on rafistole, on sera de retour ici la semaine prochaine après la prochaine averse. Rémi a changé d'appui. Ça va coûter plus cher. Je sais, a-t-elle dit. Faites-le bien. Il y a eu une longue seconde où personne n'a bougé. Puis Rémi a hoché la tête. Bien, madame. Le visage de Camille est devenu rouge d'embarras, mais elle est restée immobile jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Ensuite, elle s'est tournée vers moi. Tu aurais pu m'aider. Je l'ai fait. Tu as fixé ta botte. Exactement. Elle a eu l'air furieuse pendant environ 3 secondes. Puis le coin de sa bouche a bougé. C'était horrible. Ouais. J'ai détesté chaque seconde. Ouais. Mais il a écouté. Il l'a fait. Plus tard, quand nous sommes rentrés chez moi, elle a préparé le dîner sans demander où se trouvait quoi que ce soit. Des œufs, du pain grillé, des restes de pommes de terre rissolées à la poêle. Rien d'extraordinaire, mais elle a posé une assiette devant moi comme si elle l'avait fait une centaine de fois. Tu n'as pas déjeuné à midi, a-t-elle dit. J'étais occupé. Tu dis toujours ça. C'est souvent vrai.
Elle s'est assise en face de moi, les manches retroussées, les cheveux attachés en arrière, avec une tache de terre près de la mâchoire qu'elle avait oubliée. Elle avait l'air fatiguée d'une manière différente de la première nuit. Moins perdue, plus épuisée par le fait de s'être battue. Après le repas, je l'ai trouvée à la table de la cuisine avec des factures réparties en piles nettes. Elle les avait étiquetées avec des post-it, urgent, appelé, demandé à Julien. La dernière pile m'a fait secouer la tête. Tu n'as pas besoin de tout me demander. Je sais, a-t-elle dit sans lever les yeux. Mais je ne sais pas encore ce que je ne sais pas, je me suis adossé au plan de travail. C'est juste. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir. C'est bizarre, n'est-ce pas? Quelle partie? Elle m'a lancé un regard. J'ai hoché la tête. Tout ça. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller chez mon père, que Guillaume ne sera pas là, et que je n'aurai pas un mari qui dort au bout du couloir. Techniquement, tu as un mari qui essaie de dormir au bout du couloir. Grosse nuance. Ça lui a arraché un vrai sourire. J'ai détourné le regard le premier et j'ai rincé mon assiette parce que quelque chose dans ma poitrine avait basculé, et je n'étais pas prêt à mettre un nom dessus. Nous avions toujours des chambres séparées. Nous avions toujours des règles. Sur le papier, le mariage avait un but et une date d'expiration. Mais à la fin de cette semaine-là, Camille savait comment je prenais mon café, et je savais qu'elle tapotait son stylo 2 fois contre la table quand elle avait peur de passer un coup de fil. Cela ne ressemblait pas à une procédure administrative. Cela ressemblait au début de quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Guillaume a attendu presque une semaine avant de faire son mouvement suivant, ce qui m'indiquait qu'il y avait réfléchi. Cela m'inquiétait plus que ses cris. J'étais en train de réparer une conduite d'eau fendue derrière ma grange quand Camille a traversé la cour d'un pas rapide, tenant son téléphone d'une main et sa casquette de l'autre. Elle n'a même pas ralenti en arrivant à la barrière. Il est à la ferme, a-t-elle dit. J'ai fermé la vanne d'eau. Guillaume avec 2 hommes que je ne connais pas. Rémi m'a appelé. Il a dit qu'il arpente le pâturage sud. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Des acheteurs, c'est ce que ça m'a tout l'air d'être. Son visage était tendu, mais en dessous de ça, j'ai vu la même peur que la nuit où elle était venue à ma porte. Pas aussi forte, pas aussi sauvage, mais toujours là. J'ai attrapé mes clés. On y va. Elle est montée dans la camionnette avant moi. Pendant tout le trajet, elle a fixé le pare-brise en respirant comme si elle essayait de s'empêcher d'en dire trop. Quand nous sommes entrés dans la cour des Lefebvre, Guillaume se tenait près des enclos de tri avec 2 hommes en veste propre. L'un d'eux avait des chaussures vernies. C'est la première chose que j'ai remarquée. Des chaussures vernies dans une cour encore meuble à cause de la pluie de la nuit dernière. Guillaume s'est retourné et a souri quand il nous a vus. Camille, a-t-il appelé. Parfait. Ça m'évite un coup de fil. Elle est sortie de la camionnette et a claqué la portière plus fort qu'elle ne le voulait. Qu'est-ce ce que tu fais? Je montre la propriété à des parties intéressées. Ce n'est pas à vendre. L'un des hommes a eu l'air gêné. L'autre a regardé Guillaume comme s'il attendait qu'il gère la situation. Guillaume s'est avancé vers nous lentement. Ça le sera. Une fois que le notaire aura fini de se divertir avec cette petite comédie de mariage. Les doigts de Camille se sont crispés sur le bord de son manteau. Je me suis placé à côté d'elle, mais je ne suis pas passé devant. Tout le monde m'a regardé de toute façon. Guillaume, les acheteurs près de la grange. Même Camille, pendant une demi-seconde. J'ai gardé la voix basse. C'est à terre. Dis-le. Ses yeux sont restés fixés sur les miens, grands et effrayés. Puis elle s'est retournée. Cette ferme n'est pas à vendre, a-t-elle affirmé. Guillaume a ri comme si elle avait raconté une blague au dîner. Vous entendez ça? Ça fait 5 minutes qu'elle est mariée et elle se prend déjà pour la propriétaire. Je suis la propriétaire, a dit Camille. Sa voix tremblait, mais elle a continué. Et tu n'as pas le droit d'amener des étrangers dans mes pâturages sans me le demander. Le sourire de Guillaume s'est effacé. Ta confiance en toi est factice. Ton mariage est une farce. Et quand Julien en aura marre de jouer les héros, tu te retrouveras ici toute seule avec des factures que tu ne pourras pas payer et des hommes que tu ne pourras pas diriger. Les mots ont frappé exactement là où il le voulait. J'ai vu Camille encaisser le coup. Ses épaules se sont affaissées juste un peu. J'ai voulu répondre. J'ai voulu dire exactement à Guillaume ce que je pensais de lui, debout là dans ses chaussures immaculées,
à parler de terre qu'il n'avait pas travaillée depuis des années. Mais Camille a relevé le menton avant que je ne puisse le faire. Alors je suppose que vous feriez mieux de partir avant de gaspiller davantage de leur temps. La cour est devenue silencieuse. L'un des acheteurs s'est raclé la gorge. Guillaume, peut-être que nous devrions. Guillaume lui a lancé un regard noir, puis s'est tourné vers Camille. Tu vas le regretter. Peut-être, a-t-elle répondu, mais je regretterai davantage de l'avoir vendu. Ce fut la première fois que j'ai vu Rémi lui sourire. Guillaume est parti en colère, les pneus projetant de la boue près du passage canadien. Les acheteurs l'ont suivi, plus lentement et moins sur deux. Camille est restée immobile jusqu'à ce que leur voiture disparaisse sur la route. Ensuite, elle a marché droit vers la grange. Je l'ai trouvée dans la sellerie, une main pressée contre le mur. J'ai cru que j'allais être malade, a-t-elle dit. Mais tu ne l'as pas été. C'est censé me rassurer? C'est la vérité. Elle a laissé échapper un rire faible et s'est couvert le visage des deux mains. Il a raison sur certaines choses. Non, il a tort. Je ne sais pas comment gérer tout ça, Julien. Tu ne sais pas comment tout gérer aujourd'hui. Elle a baissé les mains. Je me suis adossé à l'encadrement de la porte. C'est différent. Demain, tu apprendras une autre chose. Puis une autre. C'est comme ça que tout le monde fait. Tu fais comme si c'était simple. Ce n'est pas simple. C'est juste possible. Elle m'a regardé pendant une longue seconde et quelque chose dans son visage s'est adouci. Pas du soulagement, exactement. Plutôt comme si elle avait attendu que quelqu'un lui dise qu'elle n'avait pas à devenir son père du jour au lendemain. Cette nuit-là, elle est restée éveillée tard à la table de ma cuisine avec une pile de devis de réparation. Je suis rentré après avoir inspecté le pâturage nord et j'ai trouvé une assiette recouverte de papier d'aluminium qui m'attendait près de la gazinière. « Tu as fait à manger ?» ai-je demandé. « À peine. » Ne sois pas trop impressionné. J'ai soulevé l'aluminium. Trop tard. Elle a levé les yeux au ciel, mais j'ai vu le sourire qu'elle essayait de cacher. Les choses ont changé après ça, sans faire de bruit. Elle a arrêté de me consulter avant chaque coup de fil. Elle a commencé à appeler les fournisseurs elle-même. Elle a fait une erreur une fois et a accepté une date de livraison qui n'allait pas, puis elle a rappelé et réparé l'erreur sans me le dire avant plus tard. Elle a attrapé un coup de soleil sur le nez. Elle a déchiré la manche de sa veste sur un clou et a continué à travailler. Un matin, Rémi lui a posé une question avant de me la poser. Elle a fait comme si c'était tout à fait naturel, mais dans le camion après, elle a chuchoté, « Tu as entendu ça ?» J'ai entendu. Il me l'a demandé à moi. En effet. Elle a regardé par la fenêtre, souriant au champ comme si elle essayait de ne pas en faire toute une histoire. Puis, une barrière est restée ouverte. C'est arrivé lors d'une soirée venteuse, le genre où tout claque et où aucun bruit ne semble venir de la bonne direction. Un loquet sur le pâturage de la route en contrebas avait été endommagé. C'était peut-être un accident. Peut-être que quelqu'un avait été négligent. Je ne le savais pas, et je n'ai pas dit ce que je soupçonnais car la suspicion ne ferait pas sortir le bétail de la route. C'est Rémi qui a appelé le premier. Camille et moi étions en train de charger des seaux de grains chez moi quand son téléphone a sonné. Elle a répondu, a écouté et a pâli. Les vaches se sont échappées près de la route départementale. J'étais déjà en mouvement. Le temps d'arriver, une demi-douzaine de bêtes s'étaient frayé un chemin par l'ouverture et s'étaient dispersées le long du fossé. L'une d'elles était trop près de la chaussée, et une camionnette de livraison s'était arrêtée avec ses feux de détresse allumés. La pluie avait repris, froide et cinglante. Camille a sauté dehors avant que je ne lui dise quoi faire. « Prends large » ai-je crié. « Ne cours pas droit sur elle. »« Je sais » a-t-elle rétorqué, avant de glisser dans la boue et de se rattraper d'une main. Elle s'est relevée, couverte de gadou jusqu'au poignet, mais assez en colère pour continuer. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons travaillé avec Rémi et 2 voisins pour repousser le troupeau par le portail. Camille était partout à la fois, boueuse, trempée, les cheveux collés au cou, hurlant quand il le fallait et écoutant quand c'était nécessaire. Une fois, un taurillon a fait volte-face brutalement vers elle, et mon cœur a bondi contre mes côtes, mais elle a tenu bon juste assez longtemps pour que je la contourne et que je les repousse. Quand le dernier animal a été rentré et que la chaîne provisoire a été fixée, Camille s'est penchée en avant, les 2 mains sur les genoux. « Ça va » ai-je demandé. « Non » a-t-elle dit en haletant. Mais ils sont rentrés.
Rémi s'est approché, la pluie dégoulinant de son chapeau. Tu as bien géré, Camille. Elle s'est redressée comme si ces 5 mots pesaient plus lourd que n'importe quel discours que Guillaume n'avait jamais prononcé. Sur le chemin du retour, elle était silencieuse. De la boue couvrait son jean. Ses mains étaient égratignées. Elle avait l'air épuisée, mais pas vaincue. De retour à la ferme, j'ai mis des serviettes propres dans la salle de bain et j'ai préparé du café même s'il était trop tard pour ça. Elle est entrée dans la cuisine vêtue d'un de mes vieux pulls parce que ses vêtements étaient ruinés, les manches tombant sur ses mains. J'ai l'air ridicule, a-t-elle dit. Tu as l'air de quelqu'un qui a travaillé. Elle s'est assise à table. Me vois-tu toujours comme cette première nuit? Je l'ai regardée. La femme effrayée avec le dossier mouillé faisait toujours partie d'elle, bien sûr, mais maintenant il y avait plus. La femme qui a tenu tête à Guillaume. La femme qui s'est relevée dans la boue. La femme qui est restée quand abandonner aurait été plus facile. Non, ai-je dit, je ne te vois plus comme ça. Ses yeux ont plongé dans les miens. La vieille maison était silencieuse autour de nous. Plus de pluie qui martelait, juste des gouttes tombant du toit. Elle s'est levée la première. Moi aussi. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit d'intelligent ou de prudent. Quand elle s'est approchée, je ne me suis pas reculé. Ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là ne ressemblait pas à une clause de notre arrangement. Ça ne ressemblait pas à une pièce de théâtre que nous jouions pour Guillaume, le village ou un notaire lisant des papiers dans son bureau. C'était silencieux, honnête et c'était à nous. Au matin, elle était toujours là près de moi, sa main reposant contre mon torse comme si elle y avait toujours eu sa place. Pour la première fois depuis que j'avais signé ce papier, j'avais peur de ce qui se passerait une fois la ferme sauvée. Parce qu'à ce moment-là, je savais que ce n'était plus seulement la ferme que je voulais garder. Le rendez-vous final a eu lieu un jeudi matin, et Guillaume est arrivé comme un homme qui avait déjà répété son expression de vainqueur devant le miroir. Je l'ai vu par la fenêtre de l'étude avant qu'il n'entre. Manteau sombre, pantalon repassé, chaussures cirées de nouveau. Il s'est garé à côté de mon 4x4 et l'a regardé avec la même expression qu'il réservait au mauvais temps, aux vieilles granges et aux gens qui travaillaient de leurs mains. Camille se tenait à mes côtés dans le couloir, tenant un dossier 2 fois plus épais que celui qu'elle avait apporté chez moi ce premier soir. « Tu es prête ?» ai-je demandé. « Non » a-t-elle répondu. Je l'ai regardée. Elle a pris une grande inspiration et a redressé les épaules. Mais j'y vais quand même. C'était suffisant. L'étude notariale se trouvait au-dessus de la banque, avec des escaliers étroits et une vieille moquette qui sentait la poussière. Guillaume était déjà assis quand nous sommes entrés, une cheville reposant sur son genou comme s'il était le propriétaire de la chaise, du bureau et de chaque hectare dont nous allions discuter. Il a jeté un coup d'œil au dossier de Camille, puis à moi. « Tu as amené ton garde du corps agricole. » Camille s'est assise avant que je ne puisse répondre. « J'ai amené mon mari. » Guillaume a souri. Ce mot fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Le notaire, maître Rousseau, s'est raclé la gorge. C'était un homme d'un certain âge, avec des lunettes à monture métallique et une façon prudente de déplacer les papiers. Il connaissait Daniel Lefebvre depuis des années, ce qui le rendait plus difficile à bousculer pour Guillaume que la plupart des gens. Nous sommes ici pour vérifier le respect de la condition stipulée dans le testament de Monsieur Lefebvre, a-t-il dit. Et pour aborder les inquiétudes de Monsieur Lefebvre concernant la gestion opérationnelle. Guillaume s'est penché en avant. Bien. Alors abordons l'évidence. Ce mariage est une mascarade. Elle a paniqué, a attrapé le voisin fauché le plus proche, et maintenant nous faisons tous semblant de croire que c'est normal. La main de Camille s'est crispée sur le dossier. J'ai eu envie d'attraper sa main sous la table, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Guillaume a continué. Elle a 24 ans. Elle n'a aucune expérience sérieuse en gestion. Elle ne comprend pas le fardeau financier, l'entretien, les responsabilités ou la valeur à long terme de la propriété. Vendre est le choix responsable. Maître Rousseau a regardé Camille. Souhaitez-vous répondre? La pièce est devenue silencieuse. Un mois plus tôt, elle m'aurait peut-être regardé en premier. Elle ne l'a pas fait cette fois-ci. Elle a ouvert son dossier. Oui, a-t-elle dit. Je le souhaite. Elle a d'abord étalé des factures acquittées. L'alimentation, le vétérinaire, le carburant, 2 réparations de matériel, 3 commandes de clôture, puis des contrats de fournisseurs qu'elle avait renégociés elle-même.
Les plannings des ouvriers avec les noms, les heures et les tâches. Un devis de réparation pour le toit de la Grange Sud. Une lettre de Rémi et des autres employés confirmant qu'ils l'acceptaient comme la personne en charge des décisions quotidiennes. Guillaume Harry sous cap. Tu as fait signer un papier à tes ouvriers. Félicitations. Camille ne l'a pas regardé. J'ai également apporté des attestations de Martine à la coopérative, de Monsieur Ortiz du garage agricole, et de 2 fermes voisines confirmant les opérations en cours et leur soutien. J'ai vu les sourcils de Maître Rousseau se soulever légèrement. Camille a gardé une voix assurée. Je ne dis pas que je sais tout. Je dis que l'exploitation fonctionne. Les factures sont gérées. Les réparations sont planifiées. Le troupeau est comptabilisé. Les ouvriers savent qui prend les décisions et la propriété n'est pas à vendre. Le visage de Guillaume a changé, juste un peu. L'assurance était toujours là, mais elle s'effritait sur les bords. Tu as bien répété tout ça, a-t-il dit. Camille s'est enfin tournée vers lui. Ne m'interromps plus. Les mots n'étaient pas dits fort. Cela les rendait encore meilleurs. Guillaume a cligné des yeux une fois. J'ai baissé les yeux vers la table parce que j'ai failli sourire et que ce n'était pas le moment. Maître Rousseau a examiné les papiers lentement. Guillaume devenait de plus en plus irrité à chaque page. Il s'est agité sur sa chaise, a regardé sa montre, puis a arrêté de faire semblant d'être patient. C'est de la folie, a-t-il dit. Papa n'a jamais voulu qu'elle piège la terre dans un fantasme quelconque. Il savait qu'elle avait besoin d'être encadrée. C'est pour ça qu'il a écrit cette condition. Non, a dit Camille. Il savait que tu vendrais à la seconde où tu pourrais. Guillaume m'a pointé du doigt. Et lui alors? Tu crois qu'il est là par bonté d'âme? Julien patauge depuis des années, a une mauvaise saison de perdre sa propre ferme. Tu t'attends à ce que je croie qu'il t'a épousé par loyauté? J'ai senti que Camille me regardait à cet instant. Le notaire aussi. Je me suis avancé sur ma chaise. Je n'ai pas besoin de la ferme de Camille. Jane est déjà une que j'ai du mal à maintenir à flot. Guillaume a eu un sourire narquois. C'est bien ce que je dis. Non, ai-je dit. Ton problème, c'est que tu penses que tout a un prix. Le mien n'existe pas, la pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé Maître Rousseau, puis Camille. Je l'ai épousée parce que Daniel Lefebvre avait raison sur un point. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés pendant qu'elle apprenait à tenir debout sans que tout le monde n'essaie de la faire tomber. Les yeux de Camille se sont adoucis, mais j'ai continué parce que Guillaume devait entendre la suite. Mais elle tient debout toute seule maintenant. Tu peux habiller ça comme tu veux, Guillaume. Le choix responsable, la valeur du foncier, la planification de l'avenir. Tu ne veux pas de la ferme parce que c'est un fardeau pour toi. Elle la veut parce que c'était sa maison avant même de valoir de l'argent. La mâchoire de Guillaume s'est contractée, mais aucun mot n'est sorti dans l'immédiat. Maître Rousseau a empilé les papiers proprement et a retiré ses lunettes. L'acté de mariage satisfait à la condition stipulée, a-t-il déclaré. Et d'après les documents fournis, Madame Lefebvre-Harper a démontré un contrôle opérationnel actif. La succession va donc se poursuivre en conférant à Camille le plein contrôle de l'exploitation agricole. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Camille a fermé les yeux. Juste un instant. Puis elle les a rouverts et a hoché la tête comme si elle acceptait une lourde tâche, et non un prix. Guillaume s'est levé si vite que sa chaise a grincé sur le sol. Vous allez le regretter. Tous les deux. Camille a levé les yeux vers lui. Peut-être, mais ce sera mon propre regret. Il l'a dévisagée, attendant qu'elle se dérobe. Elle ne l'a pas fait. Puis il a attrapé son manteau et est sorti. Par la fenêtre, je l'ai regardé traverser le parking, ses chaussures propres évitant les flaques comme si le sol lui-même l'offensait. Il est monté dans sa voiture et est parti sans se retourner. Camille ne lui a pas couru après. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée assise là, les mains à plat sur le dossier, respirant lentement. Dehors, l'air semblait différent. Froid, mais dégagé. Nous avons descendu les escaliers et sommes sortis près des véhicules. La vie du village suivait son cours autour de nous comme si de rien n'était. Un livreur portait des cartons à la pharmacie. Une femme traversait la rue avec un sac de courses en papier. Quelque part plus bas dans la rue, un chien aboyait. Camille s'est tenue près de la portière passager et a regardé l'alliance à sa main. La ferme est en sécurité, a-t-elle dit. On dirait bien.
Elle a hoché la tête, regardant toujours vers le bas. Donc, tu n'as plus à faire tout ça. Je savais ce qu'elle voulait dire, mais j'ai attendu. Elle a levé les yeux vers moi. Tu m'as aidé bien plus que ce que j'avais le droit de demander, mais cette promesse a été faite sous la contrainte. Si tu veux en rester là, je ne te retiendrai pas. L'espace d'un instant, je n'ai entendu que la circulation sur la route mouillée et le léger bourdonnement de l'enseigne de la banque au-dessus de nous. Un mois auparavant, j'aurais su quoi répondre. J'aurais dit que nous avions conclu un marché et que le marché était rempli. Je serais retourné chez moi, dans ma cuisine silencieuse, avec mes dîners froids, mes clôtures, mes factures, et ma vie exactement comme elle l'avait été. Mais j'ai pensé à Camille à ma table avec des post-it partout sur les factures. À Camille dans mon vieux pull après que les vaches se soient échappées. À Camille disant à Guillaume de ne pas l'interrompre. À Camille apprenant le poids de la terre et choisissant de le porter quand même. Je ne suis pas resté pour un morceau de papier, ai-je dit. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Et je ne pars pas sous prétexte que le papier a fait son travail. Elle m'a regardé comme si elle voulait y croire, mais craignait de s'y accrocher trop vite. Alors, j'ai été très clair. Je pensais que je t'aidais à sauver ta maison, ai-je dit. Je ne réalisais pas que j'étais en train de trouver la mienne. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a souri en même temps. Puis, elle a pris ma main. Nous avons fait le trajet du retour sans dire grand-chose. Nous n'en avions pas besoin. Quand nous avons atteint la ligne de clôture entre ma ferme et la sienne, le soleil de fin de journée avait percé les nuages, posant une lumière dorée sur les pâturages humides. Les deux exploitations se tenaient côte à côte, usées et imparfaites, mais toujours debout. Camille s'est approchée à côté de moi, pas derrière moi. Sa main est restée dans la mienne. Et pour la première fois depuis des années, en regardant ces terres, je ne me suis pas senti seul.